Non, chers amis internautes, je ne suis pas en train de perdre la boule. Nous allons parler de zénitude dans le contexte de l'emploi, dirait notre ami Victor, ne pas faire la confusion avec le travail. Mais nous allons parler de zénitude avec une intention bien claire qui est de faire se frictionner ce concept avec son contraire, le stress au travail. Comment trouver l'harmonie dans le contexte de son lieu de travail et si l'on peut effectivement agir dans cette direction, quelles sont les méthodes, quelles sont les approches. Je vais me retourner vers Jean-Paul Lugan qui a proposé ce sujet et lui passer la petite patate chaude de l'introduction pour nous expliquer comment aller plus loin sur ce thème. Alors la sérénité, c'est ce qui permet de bien travailler. Et là, je crois que ce que l'on peut être amené à constater d'une entreprise à l'autre, c'est qu'il n'y a pas de performance sans sérénité. Et là, je crois que Victor sera d'accord avec moi, c'est que c'est le bien-être, c'est la satisfaction au travail qui permet d'être performant, alors que si vous êtes tracassé, vous ne le saurez pas. Et c'est ça la difficulté. Alors comment on agit dans l'entreprise pour créer la sérénité? Parce que ça a l'air de relever du bon sens. On se dit tous les managers, toutes les entreprises aimeraient travailler à créer les conditions d'un travail, donc d'un environnement serein. Voilà. Comment est-ce qu'on s'y prend pour que cette notion ne soit pas une notion bisounours et qu'on l'aborde avec le maximum de rationalité qui est requis par l'environnement de l'entreprise, mais que l'on puisse à la fin être en mesure de dire j'ai créé les conditions de la sérénité dans l'environnement de travail. Alors revenons à notre système d'apprentissage qui développe du QI et qui a du mal à développer du QE, c'est-à-dire du quotient émotionnel. Je crois que pour développer de la sérénité, il faut être capable non pas de contrôler ses émotions, mais de les maîtriser, c'est-à-dire de les laisser s'exprimer, que ce soit la peur, la colère, la joie ou la tristesse, peu importe, mais de telle sorte c'est qu'elles n'inondent pas ses collaborateurs. Je suis manager, si j'ai moi-même peur de mon devenir, des objectifs qui me sont donnés, je vais alors paniquer mon équipe et ne plus être sur un management de la performance, mais plutôt un management des résultats. Donc c'est d'abord un travail sur soi, c'est gagner en stabilité émotionnelle par tout un travail qui peut être fait à la fois sur mes croyances, sur mes peurs, mais aussi un travail sur le corps, et une fois de plus, à travers un certain nombre d'exercices respiratoires et autres de sophrologie. Carole Pagès, comment est-ce qu'on peut rendre possible ce travail sur soi dans le contexte de l'entreprise? Est-ce que c'est bien la place de l'entreprise de susciter cette réflexion, susciter ce travail? Moi, c'est ça la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut poser les termes de ce problème, voire de cette équation-là, dans le contexte d'une entreprise? Par où est-ce qu'on commence? Je me rappelle la méthodologie pour trouver la sérénité. C'est comment on aborde ça avec des managers pour leur dire voilà, je vais vous amener à réfléchir plus profondément que vous ne le faisiez jusqu'ici, parce que vous le faisiez avec bon sens, sur ce thème de la sérénité. Alors, c'est aussi le lieu de l'entreprise d'offrir aussi de la sérénité à ses cadres, à ses managers, à ses employés. Comme ça, vous comprenez que c'est contestable. C'est contestable aussi, mais les deux vont de pair dans le sens où on cherche aussi un équilibre. Il s'entend que, puisque on passe un certain temps dans l'entreprise, on peut effectivement ressentir, sortir d'une réunion, être dans un état, si elle a été effectivement dure, avec des échanges qui peuvent parfois être virulents. On peut s'entendre qu'on ne peut pas revenir vers ses collaborateurs sereinement. Jean-Paul, par exemple, disait qu'il faut exprimer ses émotions. Est-ce que vous faites un travail là-dessus sur l'expression des émotions? Absolument. Est-ce que c'est acceptable dans le contexte de l'entreprise? C'est ça que je voudrais arriver à comprendre. Oui, tout à fait. Alors, on va aborder cela de différentes façons. Ça va être soit par des techniques physiques, directes, c'est-à-dire se décharger émotionnellement pour pouvoir passer à l'étape d'après, faire autre chose, être disponible de nouveau pour soi, pour ses collaborateurs ou pour une prochaine réunion, une interaction avec des partenaires. Ça peut être effectivement sur s'entendre et se ressentir en tant qu'individu dans sa palette d'émotions. Donc, ça, c'est un travail que vous faites sous forme de suivi plus individuel. Ce que pas vous disiez, du tout. C'est des petits outils très simples. Quand même. Donc, c'est des petits ateliers. Des petits ateliers. Ça peut être au sein de l'entreprise. Et l'intérêt, c'est que l'individu puisse repartir tout de suite avec un outil qu'il va pouvoir mettre en place quasiment après l'intervention. Alors, j'en ai quelques-uns. Je vais vous en nommer au moins deux qui peuvent être intéressants parce qu'il y en a un qui agit sur le corps et l'autre plutôt sur la pensée et sur, je dirais, le cerveau du cœur. Voilà. Alors, le premier, c'est faire une météo. Faire sa petite météo, c'est important. Il peut y avoir un code de couleur. S'obliger à une sorte de travail de lucidité. Voilà, mais on peut le faire vraiment avec quelque chose de concret, une réglette de couleur, et parler de dans quelle couleur on se trouve.
en fonction de la couleur et de la représentation qu'aura la personne, elle pourra évaluer si la couleur représente quelque chose de positif ou effectivement elle est plutôt dans quelque chose de plus lourd, sensiblement en difficulté. Ça permet à la personne de nuancer, déjà depuis son point de vue personnel, de faire en sorte de s'évaluer de cette façon-là. Le complément au niveau comportemental, ça va être de mettre en place des respirations. Ça paraît simple, mais on ne sait pas forcément respirer. Une respiration haute va être plutôt une respiration de survie, de tension, alors qu'une respiration basse, et ne serait-ce que par le ventre ? Par le ventre, ventral, bien sûr, et ça peut être à la fois ventral et puis remonter dans une respiration thoracique et puis sous-claviculaire, mais ça peut être aussi un moment de prendre conscience de la façon dont on respire. Et ça, je pense que c'est à la portée de chacun. J'avoue qu'en tant qu'entrepreneur stressé, je fais des exercices de respiration. Voilà. Donc après, une fois qu'on a... voilà, exactement. Donc vous êtes le bon exemple. C'est de faire en sorte d'apprendre cela rapidement. C'est à la portée et on peut le mettre en place à tout moment. Vraiment à tout moment. Ma question globale, on va dire, autour de cette réflexion, c'est comment une entreprise peut prendre ça en charge ? Est-ce que vous comprenez bien que c'est quand même assez... c'est quand même assez fréquent d'entendre des gens qui vont s'inscrire en faux contre cette démarche-là et qui vont dire ça n'est pas le lieu, ça n'est pas le rôle de l'entreprise. Et même quand vous dites ça fait aussi partie de l'entreprise que de fournir de bonnes conditions de travail, de s'inquiéter du bien-être de ses employés, je suis d'accord. Mais dans les faits, la plupart du temps, c'est la survie, c'est l'urgence, c'est le cambouis du quotidien. C'est pas toujours très compatible. Et en plus, par conviction, beaucoup de managers vont dire c'est quoi ce pipeau ? Vous savez très bien, vous êtes confronté à ça. Donc, où est-ce que vous puisez votre légitimité ? Alors, dans ces cas-là, je pense que c'est déjà de montrer, je dirais, vraiment dans l'atelier, de prendre la personne dans un état X et de la rendre dans un état Y. C'est-à-dire vraiment, visiblement, de façon vraiment quantitative, elle puisse mesurer par elle-même. Vous arrivez à tester ça sur les plus résistants. Absolument, mais c'est toujours sur les plus résistants qu'on fait les meilleurs... Calmez-vous, changez de ton, et puis donnez-moi 1 heure. Je pense que c'est la surprise. La personne qui va être effectivement réfractaire va être tout à fait réceptive quand elle va pouvoir mesurer en elle-même le changement immédiat. Donc, c'est d'approprier la respiration, qui a priori est quelque chose que l'on fait tout à fait naturellement, même sans s'en apercevoir. On ne s'aperçoit pas qu'on respire de façon courte, on ne s'aperçoit pas qu'on est en apnée parfois aussi durant des moments. Donc, c'est de mettre un éclairage particulier à cet endroit-là et de sentir et de ressentir ce qui se passe dans le corps. Alors, puisqu'on a une autre approche du bien-être, sous sa forme entre guillemets mesurable et en tout cas attendue comme telle, du côté de Victor Waknin et donc de Mozart Consulting, réaction, compatibilité avec vos propres recherches chez Mozart Consulting. Révolte. Alors, pourquoi ? Révolte. Parce que je ne conteste pas que ce sont des approches qui soignent les gens. Mais quelque part, le fait de démontrer, ce qui est vrai, qu'on apporte une aide à quelqu'un qui souffre tout de suite, ça va pousser ceux qui sont dans la responsabilité de l'organisation à dire mais si j'ai des solutions individuelles, ben c'est très bien. J'appelle des sophrologues. Je ne mets pas en cause leur travail qui est utile, attention. Je vais, donc c'est bien, je vais appeler des cabinets de psychologie, de thérapie cognitivo-comportementale qui vont segmenter mes profils, qui vont me dire exactement qui est stressé. Et donc c'est tel manager et tel collaborateur dans tel département. J'ai des gens qui vont les aider, j'ai des tickets psy. J'ai des gens à l'écoute, on peut les appeler, tous les psychologues le soir. J'ai des tickets psy, donc pourquoi ? J'ai tout ce qu'il faut. Je soigne. Donc qu'est-ce que vous venez m'embêter ? On ne soigne que les symptômes, en gros. Mais je soigne les symptômes. Le ministère du Travail, il est content. Je fais de la prévention de risques psychosociaux. J'ai des intervenants qui soignent les gens. Mais moi, je ne suis pas remis en cause et je ne traite pas les causes. C'est-à-dire, je sais bien lire le thermomètre, mais je ne m'attaque pas à la température. Et il a raison. Et donc, il faut arrêter. Qu'est-ce que vous pensez donc, attendez. Mais j'ai une question dans le droit fil, Victor. C'est l'AFNOR qui veut mettre en place des normes sur santé, sécurité au travail. Oui, bien sûr. Est-ce que cette espèce d'approche normative aussi n'est pas une espèce de fuite en avant ? Ça participe. Les intervenants, que ce soit les coachs, les thérapeutes, etc., on les appelle parce qu'on est déjà dans le drame. On a déjà constaté qu'il y avait des problèmes, j'aime pas le mot performance, de non-performance. Il y a des facteurs de résistance. On les a appelés parce qu'il y a des gens qui souffrent. Mais il faut agir bien avant. Et pour agir bien avant,
c'est d'abord de normaliser les choses. C'est ce qu'on appelle les règles et les conventions de la performance globale. Néanmoins, Victor, est-ce que tu tombes pas dans un autre travers, par excès et puis par nécessité de la démonstration, j'en conviens, qui est de tout mettre sur le dos de l'organisation? Non, parce qu'il y a quand même des individus qui, de facto, sont stressés, c'est des natures. Mais pas du tout. Bon, d'accord. Pas du tout. En tout cas, toi, tu milites pour dire que si on s'y prend bien à la racine du problème, au plus haut niveau de l'organisation, on peut éviter ces problèmes. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'en arriver au soin, il faut essayer de prévenir de façon primordiale. Mais prévenir dans quel but? Dans le but de la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations, à force de chasser les coûts et de mettre en place des systèmes d'information un peu barbare, si tu veux, on est dans la dérive, on a créé des organisations anorexiques. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus d'échange. Et donc, on crée du désordre. Et ce désordre, il dégrade, il augmente, c'est une entropie organisationnelle, et on augmente, et bien sûr qu'il y a des solutions, heureusement, mais c'est un peu trop tard. Donc, l'idée, le message, c'est de dire, le seul levier de la performance, c'est l'engagement des gens qui la réalisent. Je peux peut-être vous donner un élément de réflexion tout à fait cocasse, c'est qu'on a énormément de sponsors sur ces plateaux sur le thème de l'IT, du software, des ERP. C'est des très très grandes entreprises, donc elles parlent aussi parfois de problématiques RH. Elles ne veulent pas sponsoriser les plateaux RH parce qu'elles me disent au coin de l'oreille, non, on peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas se prononcer. Donc, je trouve ça très intéressant puisque ça reboucle avec ce que tu disais avant. Victor, ces boîtes sont concentrées sur les ERP, les solutions, la performance au sens logiciel du terme. Donc le bien-être au travail, donc la réponse elle est très simple, elle est définie par l'OIT, par l'ANACT, qui sont deux organismes extrêmement sérieux. L'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, et l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Tous les internautes qui nous écoutent ne savent pas forcément. Qui ont défini ce que c'était le bien-être au travail en termes de sens. Je me réalise et j'apporte une efficacité à l'entreprise qui m'emploie. J'ai du sens dans mon travail. C'est ça le bien-être. C'est pas le bien-être bisounours avec des salles, avec des conciergeries, des crèches, etc. Ça, c'est un plus à la personne et non pas un sens au travail. C'est la distinction entre personne au travail et travailleur au travail, qui sont deux notions extrêmement différentes. Et puis, il y a ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Et ça a été extrêmement bien défini. Donc si l'entreprise met en place la qualité de vie au travail, comme elle met en place la qualité de ses processus, il y a 6 dimensions, Jean-Paul en a identifié 4 dans son enquête, qui sont l'organisation du travail, le contenu du travail, les relations de travail, le développement professionnel, l'environnement au travail et les articulations de vie travail hors travail. Voilà les 6 dimensions de la qualité de vie au travail. Alors, si elles sont clairement, aujourd'hui, elles sont déployées, je connais de très grandes organisations, je peux citer par exemple une qui me vient à l'esprit, c'est la division commerciale d'EDF, qui depuis 3 ans a mis en place un vrai programme de qualité de vie au travail avec des chantiers déployables, etc. Voilà. Et donc ça va amener du bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est quoi? C'est pareil, c'est 6 dimensions. C'est d'abord la rectitude morale, ce que tu appelais tout à l'heure le sens, la rectitude, l'utilité, les relations, le développement personnel, l'autonomie et la reconnaissance. Voilà. Alors il faut malheureusement qu'on interrompe ce plateau. Comme à mon habitude sur d'autres plateaux, je vous conseille, chers amis, de vous intéresser. D'ailleurs, c'est fantastique l'Internet. On tape quelques mots-clés sur Amazon, on trouve des livres intéressants. Mais on ne pourra pas échapper à un autre plateau sur ce thème-là pour tenter de peut-être mieux définir encore le bien-être. De même que d'autres ont tenté de définir le bonheur. Il y a un livre Voilà, alors ça peut sembler tout bien-être au travail. Peut-être mieux-être au travail. Alors mieux-être aussi, oui, pourquoi pas. C'est mieux. Oui, tout à fait. Donc ça boucle avec cette approche du bien-être au travail. Je vous incite, chers amis internautes, à aller plus loin. Nous, un de ces 4, on arrivera peut-être à inviter ce monsieur à un nom imprononçable pour qu'il nous aide à comprendre le bonheur. C'est un fantastique impact sur les ressources humaines. À bientôt.